Allez, si je fais un petit test comme ça, à main levée, Yannick Bestaven, en dehors de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, quels sont ceux qu'il connaissait avant ? J'aime bien les personnes qui lèvent deux mains parce qu'on sent un certain enthousiasme. D'accord, ok. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite mise en ambiance. Comme ça, on va tous être d'équerre sur le personnage, sur ce qu'il a vécu. Donc, on va faire le noir sale, commencer par un film de présentation. Et ensuite, Yannick nous fait l'amitié de nous rejoindre pour aller plus loin et vous faire comprendre comment finalement ce qu'il a vécu, et je pense que vous allez largement le ressentir, ça fait écho à ce que vous vivez, ce que nous vivrons, ce que nous avons vécu, voilà. Une petite mise en ambiance, merci. Le Vendée Globe, surnommé l'Everest des mers, est une course en solitaire autour du monde sans escale et sans assistance de plus de 50 000 km. 3 caps à franchir. Cap de Bonne-Espérance à la pointe de l'Afrique du Sud, Cap Lewin au sud-ouest du continent australien et bien sûr le mythique Cap Horn tout au sud de l'Amérique du Sud. Le voilà le premier obstacle. Une grosse dépression tropicale surnommée Theta. À cette période de l'année, personne ne s'y attendait. La tradition royale Neptune. Merci de m'avoir laissé passer l'équateur. Au bateau. Dieu est fort. L'anticyclone de Sainte-Hélène est une grande zone sans vent, impossible à traverser. Il faut donc choisir la meilleure trajectoire pour le contourner. La route que Yannick choisit est loin d'être une autoroute directe vers les 40e rugissants, mais plutôt une route de campagne bien cabossée. Je crois qu'on y est dans les mers du Sud. Oh, enculé. Bon, moi, la mer est démontée derrière. Regarde ça. Yannick est remonté comme une pendule aux abords de ces fameux 40e rugissants. Il devrait passer le cap de Bonne-Espérance dans quelques heures si tout va bien. C'est parti pour un mois dans cet autre monde qu'il ne connaît pas. Les vagues sont gigantesques, les tempêtes terrifiantes, les lumières différentes. C'est magnifique. Il voit rien. Et là, ça plante. On vit. Ah! Kevin Escoffier a déclenché sa balise de détresse aujourd'hui à 14h46. Son bateau s'est fracassé en deux et a coulé en quelques secondes dans une mer déchaînée. Kevin a juste eu le temps de sauter dans son radeau de survie. La nuit va être longue, très longue. Il faut rester concentré, ultra concentré. Yannick arrive sur zone juste après Jean Le Cam à la tombée de la nuit. La direction de course du Vendée Globe garde son sang-froid et définit immédiatement une zone de recherche. Il y avait 6 mètres de creux, donc je fais demi-tour. Tu arrives sur zone, première personne que j'appelle à la VHF, c'est Jean, qui était un peu dépité parce que à la tombée de la nuit, il avait raté Kevin. Et on a passé une nuit d'enfer. C'était une nuit en enfer, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Moi, j'avais froid, j'avais mal déjà, j'étais sur le pont à chercher Kevin, et je me disais, mais l'autre, dans son radeau de survie, comment il doit souffrir, quoi. Il doit se renverser, les vagues doivent le renverser. Moi, le bateau, il chahutait de droite, de gauche et tout. Et plus les heures passaient, plus franchement, moi, j'ai pensé que c'était mort, quoi. J'ai pensé que c'était fini, quoi.
Et quand au petit matin, Jean a dit j'ai récupéré Kevin, déjà sur le coup, j'y ai pas cru. Je me dis c'est pas ça, je rêvais. J'ai mis du temps à me remettre en route. Donc ouais, et puis après, bah, la course reprend son cours et puis tu reprends confiance et puis c'est reparti et puis c'est voilà quoi. Aujourd'hui, c'est du pur bonheur. Ça y est, on est bien remis des émotions des jours passés et quelle belle journée aujourd'hui. C'est un petit Génaqueur. Le bateau glisse sur la longue houle des mers du Sud. C'est que du surf. Des fois, t'as 25-29 minutes tout à l'heure. Il se cadre, il part à fond en glisse. Et tout ça avec un grand ciel bleu. C'est de nouveau ambiance sous-marin. Le bateau est constamment sous l'eau, la mer est démontée, le bateau cogne dans tous les sens, ça tape très fort. À chaque fois que le bateau plante dans une vague, Yannick se fait éjecter de sa banette. Dormir est impossible. Je vis comme un sanglier, quoi. Te lever est dangereux, te faire un café est dangereux. Tu te cognes dans tous les sens, tu prends des vols. Voilà, une belle réparation de fête. Putain, mais qu'est-ce que j'aime pas ça, monter dans le mât. Et encore, je suis pas tout en haut, hein. Mais bon, faut pas déconner quand même, hein. On n'est pas des alpinistes. Regardez ce que j'ai fait. Enfin, je vais pouvoir me servir de mon J2. Ouais, faut faire ça. Oh putain, le Vendée Globe, c'est pas les vacances hein les gars. Je vous jure, c'est pas les vacances, c'est sûr. Allez, ciao. La première terre habitée est à 2700 km. Les hommes les plus proches de Yannick sont dans l'espace, dans la Station spatiale internationale. Voilà Yannick sur le lieu maritime le plus inaccessible de la planète, le point Nemo, qui doit son nom au capitaine Nemo, héros de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Les conditions sont de nouveau dantesques. Il se fait avoir en voulant lâcher quelques centimètres de sa voile avant. Mais elle se déroule complètement et le voilà avec 150 mètres carrés de toile frappée par des vents de près de 100 km/h. Le bateau part dans de grandes embardées. Il faut agir. Yannick oublie toute prudence, passe plusieurs fois sous l'eau, s'agrippe à ce qu'il peut pour ne pas virer par-dessus bord, mais rien à faire. Il doit sacrifier cette voile, il largue la drisse et la voile s'envole. Passer le Cap Horn, c'est déjà quelque chose pour un marin. Sur un premier tour du monde en solitaire, encore plus. Mais en tête du Vendée Globe, c'est dingue. Yannick ne pensait pas qu'on pouvait aller chercher si loin dans le corps humain. Ah putain, ça fait 5 jours que je me suis mis dans la merde, dans cette pétrole, d'être arrivé trop tôt, bloqué par le fond. J'ai manœuvré à bloc pour essayer de faire de moins de temps possible. Je suis arrivé là-dedans, j'avais 400 minutes d'avance sur Charlie et là bientôt j'en ai 60 de retard avec tous les copains, tous les bateaux qui me passent dans mon ouest. C'est horrible. C'est le combat pour le trône. Cap au nord. Autant prendre une option que de suivre le troupeau. Depuis 3 jours, la publication de chaque classement frappe l'instant, stimule le calcul mental et soulève un nuage de suppositions. On arrive dans pas longtemps. Dans 1h30, on a bouclé la boucle. On a fait le tour du monde. Dans 1h30, on a fait le tour du monde. Ouais! Yannick a visé la Lune, il a décroché les étoiles. À 4h19 du matin, il franchit la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne après 80 jours, mais aussi 80 nuits de course autour du monde en solitaire.
Son temps de course bonifié des 10h15 accordé par le jury international du Vendée Globe pour son implication dans le sauvetage de Kevin Escoffier, le sacre vainqueur de ce 9e Vendée Globe. Yannick Bastavel. Yannick, voilà. Ils ont tous le frisson. Je t'en prie. Eh oui. Tu sais, c'est impressionnant pour les sapiens très terriens que nous sommes, même si nous sommes en terre bretonne, et c'est voilà, c'est bluffant. Alors Yannick, bon, bien sûr, ça fait quelque temps maintenant. On te voit à la fin de ce film avec une équipe, parce que c'est vrai que c'est une course en solitaire, mais une course en solitaire, ça se prépare longuement avant, et ça se prépare avec des personnes qui ont compté pour toi. Alors il y a toutes sortes de personnes. Lesquels et comment tu t'es mis en route avec eux? Mais bonjour à tous, merci pour votre accueil. C'est vrai qu'on parle beaucoup de courses en solitaire, que ce soit pour la Route du Rhum, qui parle de Saint-Malo, le Vendée Globe, toutes les courses que l'on fait. Mais c'est vrai que derrière ça, nos préparations de bateaux, la préparation du bonhomme, du sportif, la gestion de tous ces projets, c'est des vraies entreprises. Et moi, pour ma part, il y a 14 personnes qui travaillent avec moi. J'allais dire nuit et jour, mais c'est pas loin d'être ça, pendant 3-4 ans pour préparer des échéances comme le Vendée Globe. Et c'est vraiment, moi je suis conscient de ça, c'est vraiment grâce à mon équipe. Moi en fait au final je suis le pilote de Formule 1, entouré de tous ces mécaniciens, tous ces ingénieurs autour, et c'est grâce à mon équipe qui m'a permis d'avoir un bateau fiable, que je peux naviguer déjà en sécurité et être performant. Donc le choix de l'équipe, de leur qualité, de leur valeur, de leur expérience est très important pour réussir un projet comme ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, quand on repart un peu dans ton histoire, c'est que tu as déjà fait une tentative de début de Vendée Globe qui s'est tout de suite arrêtée. Donc une frustration. Donc il y a eu un premier départ, pas cette année-là, mais bien en amont. Qu'est-ce que ça a généré chez toi? Tu as l'envie d'y aller encore plus? L'envie d'y aller, oui. Enfin, et différemment? Ouais, c'était en 2008. En fait, il m'est arrivé ce qui pouvait arriver de pire, c'est-à-dire que j'ai dématé au bout de 24 heures de course. Alors quand on part faire un tour du monde, qu'on a travaillé ça pendant 3 ans, démater au bout de 24 heures et rentrer au Sable d'Olonne après avoir fait un rond dans le golfe de Gascogne, c'est pas très glorieux. J'étais pas fier de moi ni vis-à-vis de toutes les personnes qui m'avaient fait confiance, mon équipe, ma famille, tous les gens qui m'entourent. Et ça m'a un peu dégoûté de la course au large. Ça m'a permis de rebondir sur autre chose. On en parlera peut-être après. Ouais, mais c'est vrai que j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, d'y retourner un jour sans savoir quand et comment. Mais ce qui était sûr, c'est que j'avais beaucoup appris de cet échec et je voulais y retourner dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec un bon sponsor, partenaire financier, une bonne équipe autour de moi, un bon bateau. Et pas y retourner parce que c'est des projets qui sont très engageants personnellement, mentalement, physiquement, toute cette préparation. Et pas reprendre ce risque. Voilà. Et moi, donc, du coup, j'ai mis 12 ans pour retourner sur le Vendée Globe. Donc, comme quoi, il faut pas lâcher l'affaire. Ouais, il y a de la ténacité. Alors, il y a eu un nouveau bateau qui s'est créé, qui a vu le jour. Et tu dis qu'avant, là, cette fois, tu es parti en mer, au Portugal. Tu as fait énormément de courses. Ça représente combien de temps? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que ça a changé dans la construction de ton bateau? Quelles améliorations tu as tirées de cet entraînement, en fait? Oui, ça a été beaucoup d'heures passées sur l'eau. J'ai la chance d'avoir été encadré par un copain et marin d'expérience, Roland Jourdain, à qui j'avais racheté le bateau, donc dit Bilou dans le milieu, qui a plusieurs tours du monde à son actif, qui a gagné la Route du Rhum. Et je me rappellerai toujours quand j'ai acheté le bateau à Bilou, il m'avait dit Yannick, tu peux faire toutes les modifications que tu veux sur ce bateau-là. Le principal, c'est de savoir bien t'en servir et c'est de vivre ton bateau. Il m'a même dit, même à La Rochelle, si tu vas dormir dans ton bateau la nuit, passer du temps,
avec ton bateau pour te l'approprier, ça ne sera que mieux. Et j'ai vraiment écouté ses conseils puisqu'on est parti avec Bilou, son équipe, s'entraîner pendant 1 mois et demi, 2 mois au Portugal l'hiver, au lieu de mettre le bateau en chantier, de le modifier. Et toutes ces heures, ces journées passées sur l'eau m'ont beaucoup donné de confiance en mon bateau, en moi aussi, la façon de le manœuvrer en solitaire parce que c'est des bateaux compliqués. Et du coup, j'ai participé à toutes les courses du programme IMOCA, j'ai fait tous les convoyages, enfin j'étais tout le temps présent sur le bateau dès qu'il naviguait. Et je pense que j'étais un de ceux qui avait peut-être le plus navigué sur cette période de 3-4 ans de préparation de Vendée Globe. Et il n'y a pas de secret, de toute manière, le travail ça paie. Moi, je me considère pas comme un surdoué de quoi que ce soit. C'est parce que on a beaucoup bossé tous ensemble qu'on a pu avoir ce beau résultat et cette victoire sur le Vendée Globe. Tu as fait évoluer le bateau entre le moment où il a été imaginé par tes équipes, par toi, tu as mis des choses à l'intérieur, un matériau, etc., etc. Bon, je ne connais pas trop, mais est-ce qu'il y a des techniques que au contact de l'expérience sur mer que tu as amené dans le bateau que tu n'avais pas imaginé? Je l'ai fait évoluer un petit peu. Alors, j'allais dire pas trop sur la performance, quoique on a modifié un peu les pilotes automatiques, tout ça. C'est vrai que c'était un peu ma partie, tout ce qui était les énergies à bord, etc. Ça, dans le but de la performance, on a un peu modifié ça, mais surtout, moi, ce que j'ai gardé en tête, c'est le fiabiliser, quoi. Tout ce qu'on a fait sur le bateau, on a toujours eu en tête de fiabiliser, même si parfois c'était au détriment du poids qu'on prenait dans le bateau, parce que la voile, il faut avoir des bateaux puissants et légers, parce que pour aller le plus vite possible. Et ça, on l'a un peu mis de côté, et on s'est dit, pour faire un tour du monde, c'est une course d'endurance, c'est celui qui aura la meilleure vitesse moyenne. Il ne faut pas confondre vitesse moyenne et vitesse de pointe, surtout dans notre sport. Et du coup, j'ai vraiment tout mis en œuvre pour réfléchir à comment fiabiliser le bateau pour avoir le maximum de chances de terminer le Tour du Monde. Parce que moi, ma première victoire en partant, c'était pas de le gagner, c'était de le terminer, vu ce que j'avais vécu 12 ans avant. Et du coup, on a vraiment misé sur la fiabilité de la machine, du bateau, quoi. Tu as eu l'impression que quand tu es parti, cette fois-là, indépendamment de l'enjeu énorme, bien sûr, mais tu avais moins de pression par rapport à la première fois quand tu es parti, tout feu, tout flamme, et que ça s'est arrêté? Ouais, j'avais moins de pression parce que je me sentais bien encadré, mieux préparé. J'ai travaillé beaucoup sur le bateau, mais beaucoup sur le marin aussi. Et notamment, je me suis appuyé d'Éric Blondeau qui m'a préparé mentalement 1 an à l'avance. Alors moi, j'étais vraiment le dernier de la classe là-dedans. Tout ce qui est prépa mentale, c'était vraiment pas mon truc. Et puis à discuter avec ce monsieur, il m'a raconté l'expérience, les gens avec qui il avait travaillé, que ce soit dans le sport de haut niveau, notamment dans le rugby, que ce soit avec les forces spéciales, le GIGN, des chefs d'entreprise du CAC 40, etc., etc. Je trouvais que son expérience était super intéressante et pouvait m'apporter. Et d'ailleurs, quand j'avais dit à mon sponsor, là, il y a un mec sympa qui peut m'aider à me préparer, mais ça coûte un peu de sous, il faudrait rajouter un peu au budget. Mon sponsor n'a pas voulu rajouter. Il m'a dit, j'avais le choix entre m'acheter une voile ou me préparer mentalement. Et là, j'ai fait le choix de me préparer mentalement et je suis parti avec une vieille voile qui m'a servi, qui m'a permis de gagner d'ailleurs le Vendée Globe, parce que je termine avec cette voile-là. Comme quoi le clin d'œil était assez marrant. Mais grâce à tout ce que j'avais mis en œuvre, grâce à tout ça, c'est vrai que je suis parti très serein sur le Tour du Monde. En plus, on était dans une période compliquée, il y avait le Covid. Moi, j'ai dit au revoir à ma famille, à mes enfants, 15 jours avant le départ, pour pas être positif au Covid, sinon on pouvait pas prendre le départ. Donc il y avait personne sur les pontons des Sables d'Olonne. Pour encourager. Ouais, c'était assez particulier et moi j'ai transformé ça comme une force, c'est-à-dire que pour moi le départ il était déjà fait 15 jours avant et j'avais pas la pression de tout ce public sur les pontons, donc j'étais déjà dans ma course et je suis parti assez relax. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que j'embrasse le trophée avant le départ. Je dois être le seul à le faire. Je sais pas ce qui m'a pris, mais il y avait rien d'autre à faire. Il y avait le trophée en plein milieu du ponton et au milieu des bateaux. Tu es un visionnaire en plus du reste. Non. Mais j'avais vraiment envie d'aller sur l'eau à ce moment-là. Et je crois que c'est important quelle que soit la performance qu'on veut faire, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans vos métiers de tous les jours, de d'abord penser au plaisir qu'on va prendre pour être performant et pas l'inverse, quoi. C'est pas la performance qui amène le plaisir, c'est le contraire, quoi. Ouais. Et je reviens juste un instant sur parce que j'ai eu la chance de voir un autre film que tu as fait qui s'appelle Les rêves ne meurent jamais, on va y revenir, et à l'intérieur ton coach est interviewé et il dit qu'il a une façon très particulière de travailler avec toi à cause de ton profil d'ingénieur et parce que le coach mental c'est pas juste tu vas y arriver, pensée mentale, pensée positive, etc. Et qu'est-ce qu'il a travaillé particulièrement avec toi? Il a l'air de dire que c'était beaucoup lié à justement analyser chaque problème comme scientifique presque quasiment. Ouais, tout à fait. Il a une manière très scientifique de m'aborder. Moi, en tant qu'ingénieur, je suis très binaire. Moi, c'est 1 égale 1, 0 c'est 0 et voilà. Et entre les deux, je connais pas. Et non, il m'a aidé beaucoup à travailler sur tout ce qui était déjà émotion, à comprendre nos émotions, à gérer nos émotions.
que ce soit avant le départ de la course, parce qu'on a quand même une pression assez forte, que ce soit pendant la course, et que ce soit aussi au retour de la course, parce que gérer une victoire, c'est pas forcément simple, hein. Les journées, elles font que 24 heures, il faut pas partir dans tous les sens, et puis la petite, même si c'est qu'une petite notoriété, toutes ces choses-là, enfin, il m'a vraiment donné des outils pour gérer ça et le mieux possible. Il m'a aidé, alors si j'ai une petite histoire sur les émotions, c'est, alors il me posait tous les jours, il m'envoyait des questions l'été avant le départ du Vendée Globe, il me mettait toujours dans des cas de figure négatifs pour que mon cerveau s'adapte à, t'as perdu ça, t'as dématé, t'es dans les mers du Sud, comment tu réagis? Moi, c'était des messages sympas pendant les vacances. Ouais, visualiser voilà. Ok, les échecs. Il est vraiment chiant, ce coach mental, en fait. Et je le paye cher. Et je le paye cher en plus. Donc, à quoi il sert? Et sur mes enfants, par exemple, il m'avait posé la question si je partais en course avec des photos de mes filles, avec des photos de famille à bord du bateau, ce que je faisais tout le temps. Et il m'a dit, fais attention à ça, parce que ça, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir un problème dans les mers du Sud, ces photos-là, elles vont te sauter à la tête. Et là, ces photos-là, c'est ta zone de confort. Et en fait, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Plutôt que d'essayer de tout mettre en œuvre pour réparer, pour dépanner, très vite, il va vouloir rejoindre tes enfants, rejoindre tes filles, rentrer à terre, abandonner, etc., quoi, et laisser tomber. Il me dit, tu fais ce que tu veux, hein. Il m'a pas dit, il faut partir avec des photos ou pas. Et du coup, j'ai réfléchi à tout ça et je suis parti avec un bateau tout blanc, neutre. J'avais même pas un message des amis qui écrivaient dans le bateau, etc. Et il m'avait pris aussi, ce qu'on pense ne pas être une qualité, mais qui l'est, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire que dans la vie, par moment, pour réussir, on a besoin, pendant moi, c'était 3 mois, d'être égoïste et de penser qu'à mon tour du monde, de pas penser à autre chose. Et c'est assez marrant parce que mes filles, avant le départ, j'étais parti faire un footing et la plus jeune, elle faisait du vélo à côté de moi, elle s'est arrêtée et puis elle me dit, papa, t'oublies pas, le tour du monde, tu le fais vraiment pour toi. Comme j'avais dématé il y a 12 ans, et elle voulait tout dire par rapport à ça. Elle me dit, tu penses pas à nous, on n'aura pas de peine que tu partes, etc. Tu le fais pour toi, pour ton. Et ça, c'était des messages que Eric Blondeau m'a transmis et qui m'ont énormément servi. C'est vrai que pendant ce Vendée Globe, je n'ai pensé qu'à ça. Je n'ai pas été perturbé par autre chose et une concentration exactement maximale sur l'objectif, sur toi, tes réactions. Alors justement, entrons dans la course, dans ces images extrêmement impressionnantes, et on sait que ça n'est qu'un petit bout sur ces 80 jours. Dans cette course en solitaire, tu as eu, on le sent, on le voit, tu le dis, des moments de désespérance? Oui, à peu près tous les jours, parce que c'est un tour du monde à la voile en solitaire, ce n'est fait que d'imprévus. Même si on prévoit tout, même si on est une équipe très professionnelle, tout ce qu'on a prévu, ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité. Donc il faut arriver à surmonter ces imprévus, et on a beaucoup de... Je dis souvent, le Vendée Globe, c'est un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que dans la même journée, on peut être très haut parce qu'on a un bon classement, et puis très bas parce qu'on a une pièce qui a cassé à bord, parce que moi je crois que 3 semaines après le départ, ou 15 jours après le départ, je suis tombé en panne de désalinisateur. Désalinisateur qui nous permet d'avoir de l'eau douce à bord, et c'est vital. Donc fallait vraiment trouver une solution pour réparer, sinon le tour du monde il s'arrêtait là, quoi. Donc en fait tout ça, ça nous... Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? Déjà j'ai analysé le problème. Je reparle encore de l'équipe parce que malgré que ce soit en solitaire, sans assistance, etc., on a le droit d'avoir les contacts avec la terre, et donc mon équipe m'a aidé à analyser le problème, et surtout la pièce qui est tombée en panne, qui doit faire une petite pièce de 5 cm, elle était dans un sac de matériel de rechange dans le bateau, quoi. Et d'où l'importance de l'équipe et de la professionnalisation de cette équipe, du côté professionnel, parce que grâce à eux, j'ai pu trouver la panne, la dépanner parce que j'avais la pièce, et continuer ma course, quoi. Donc tout ça, en fait, tous les jours, il y a eu des choses comme ça. Quand on me voit monter dans le mât pour réparer une voile, dans le port de La Rochelle, j'étais incapable de monter dans le mât en solitaire, et pendant le tour du monde, je suis monté 5 fois. Avec un bateau qui navigue dans une houle. Et parce qu'on est obligé de se surpasser, on est obligé d'aller le plus loin possible pour continuer. Et pourquoi on continue? Parce qu'on a tout donné les années auparavant à préparer ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé pour nous, parce que tout le monde me faisait confiance, et par rapport à eux, j'avais pas le droit de lâcher, quoi. Donc du coup, on va chercher, et c'est dingue ce qu'on est capable de faire, en fait. Et en même temps, tu dis aussi qu'il y a un moment donné, tu n'as pas tout dit à ton équipe, et tu as gardé ça pour toi. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas finir par leur dire ce qui s'est passé? On dit pas tout parce qu'on sait que maintenant, avec les moyens de télécommunication qu'on a à bord, on est au courant de pratiquement tout ce qui se passe sur le bateau des autres, des concurrents, et du coup l'aspect mental et psychologique est fort, surtout lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est usé par des mois de mer. Et là, quand on parle de la voile que j'ai perdue là juste avant le Cap Horn, c'est le jour de mon anniversaire, le 28 décembre en plus.
Et là, le premier truc que Un j'ai... cadeau moyen. Ouais, un cadeau moyen parce que c'était une voile qui m'avait énormément Ouais. servi. Ouais. Et pour moi, je pouvais pas gagner. J'étais en tête du Vendée Globe. Ça faisait un mois que j'étais en tête du Vendée Globe. Je pouvais pas gagner le Vendée Globe en ayant un bateau qui soit plus à 100% de son potentiel, sur lequel il manquait des voiles. Donc j'ai bien compris que ça allait être compliqué. Mais néanmoins, et puis en plus, j'ai eu une grosse tempête en Cap Horn. J'ai l'avant du bateau qui a été très abîmé. Beaucoup de matériel dont je pouvais plus me servir. Mais je n'ai pas voulu en parler parce que j'avais de l'avance sur Charlie Dalin qui était derrière moi et que je savais que ça allait être une motivation supplémentaire pour lui pour essayer de me rattraper, quoi. Voilà. Donc là, je me suis tué, mais j'avais une pression tellement dans la tête que quand je m'arrête au large du Brésil parce qu'il y a plus de vent, Il y a plus de vent, ouais. ben, à un moment donné, je suis obligé de tout lâcher parce que je me dis à terre, il doit me prendre pour un mauvais, pour je sais pas quoi. Le gars, il est devant et voilà, d'un seul coup, il s'arrête. Et j'ai Ouais. été obligé de me justifier. Ça m'a fait énormément de bien parce que je me suis senti libéré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un mois, j'étais chassé par Thomas Ruyant et Charlie Dalin. Ouais. Et là, ça s'est inversé. C'est moi qui me suis retrouvé chasseur et libre de prendre les options Eh que oui. je voulais. C'est comme ça que j'arrive à prendre la bonne option dans le golfe de Gascogne qui me fait gagner le Vendée Globe, en fait. Ouais. C'est que Comme j'ai- quoi, être deuxième, troisième, ou même au-delà, sortir de la pression, et ça t'amène à la créativité. C'est ça qui t'a poussé à oser, quoi, en fait. Exactement. J'ai pas eu besoin de les contrôler puisque de toute manière, j'avais rien à perdre. Moi, j'étais 5e à ce moment-là. Je pouvais faire mon jeu et j'avais envie vraiment de tout donner pour ne rien regretter à l'arrivée, quoi. Puisque ce qui est important, c'est d'être premier le jour de l'arrivée, pas un mois avant l'arrivée. Ça servait à rien. Donc j'étais assez libre de ça et c'est marrant ces renversements de situation qu'il y a pu avoir dans ce Vendée Globe. Ouais. C'est un des premiers Vendée Globe, je crois. On est peut-être 4-5 bateaux la veille de l'arrivée à pouvoir le gagner. Il y a très peu d'écart, en fait. Moi, Ouais, avec le temps compensé, j'ai 3 heures d'avance sur Charlie Dalin. Après 80 jours de mer, c'est rien, quoi. C'est rien du tout. On est tous dans un mouchoir de poche et Boris Herrmann, l'Allemand, qui est 3e et qui tape un chalutier avant l'arrivée. Enfin, il y a eu plein de rebondissements comme ça encore. Ça a été vraiment un scénario hollywoodien presque. Ouais, C'est ce qui a fait que ce Vendée Globe a été génial à vivre pour vous spectateurs, mais aussi pour nous sur l'eau, quoi. Ouais. Alors, on voit, on en parle, t'en parles dans le film sur l'aventure, enfin l'arrêt, le moment où tu décides, t'es en tête et vous apprenez qu'Escoffier dans son radeau. Là, t'as aucun doute. J'imagine, hein, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, tu t'es retourné et tu dis, il faut aller le sauver. Hein, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs dans d'autres courses d'Autissier, par exemple, j'ai vu ton film et qui disait qu'elle n'avait pas eu la chance d'avoir la personne vivante derrière. Mais enfin là, donc tu t'arrêtes, tu reviens en arrière, vous quadrillez cette zone et derrière ça, tu vas avoir un coup de mou de dingue. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, parce que c'est T'y crois plus? C'est la gestion c'est encore les émotions, quoi. Quand on a des émotions très fortes, l'atterrissage est toujours difficile. Et c'est vrai que lorsque la direction de course me demande de faire demi-tour, Kevin Escoffier à ce moment-là, il est 3e, moi je suis 4e. Son bateau coule en 4 minutes. Quand il m'a raconté après, le bateau il s'est cassé en deux, il a sauté dans son radeau de survie. On est quand même loin de tout. On est au sud de l'Afrique du Sud, pas loin de la limite des glaces. Je sais pas, l'eau doit être à 6 degrés. Donc les chances de survie, elles sont quand même assez faibles. Jean Le Cam arrive sur zone, il rate l'opération de sauvetage. La nuit tombe. Moi, je fais demi-tour. On est 4 bateaux à sillonner et la nuit, là, ça a été. Ouais, quand je dis que ça a été un enfer, ça a vraiment été un enfer parce qu'on sait qu'on a un copain qui est à la mer. On sait qu'on a très peu de chances de le retrouver. Donc les heures sont longues à bord, à scruter l'horizon de nuit. C'était vraiment dur. Quand le jour s'est levé, que Jean Le Cam a pu retrouver Kevin, on a du mal à y croire. Puis surtout, on a du mal à se remettre en course parce que la course, on a zappé la course, quoi. On était dans un domaine de performance pendant des semaines et puis là, tout s'arrête. On est dans un domaine de sauvetage, de survie. Et puis après le sauvetage, il faut repartir en course. Et puis on se pose plein de questions. On se dit si son bateau a cassé, pourquoi le mien casserait pas? Comment on va faire pour attaquer? On est parti encore pour 3 semaines de mer du Sud, tour de l'Antarctique. On sait que ça peut être compliqué. Donc de trouver la motivation, les ressources pour remettre la poignée dans le coin et se remettre vraiment en mode course, c'est pas évident. Il m'a fallu quelques heures pour repartir et me remettre en marche. Qu'est-ce qui a déclenché? C'est le plaisir de retrouver l'élément mer, le fait de dire non, finalement on n'est pas si loin, je vais rentrer, il y aura ma famille. Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment un trou noir d'heures et qui à un moment donné,
ça y est, tu passes à autre chose et tu te relances. Bah, C'est des sensations, c'est ouais, quoi? c'est des sensations, c'est quand même le plaisir d'être en mer, parce que si on fait ça, c'est parce qu'aussi il y a des bonnes sensations et qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc le plaisir de la glisse, le plaisir d'être en mer. Et puis moi, j'étais de 4e, j'ai dû me retrouver après le sauvetage 8e ou 9e. Donc j'avais mis des semaines et des semaines à remonter mes concurrents, et puis là, faut tout refaire. Et puis quand je voyais les classements, que j'allais plus vite, que de 8e, je passais 7e, de 7e à 6e, de 6e à 5e, bah, tout ça, ça fait que ça motive. J'étais dans j'avais les planètes bonnes alignées, j'étais dans le bon rythme, chaque changement de voile que je faisais était fait au bon moment, correspondait. Des fois, je dis c'est comme une partition de musique, c'est l'histoire d'un rythme de musique, de rester dans le bon rythme, et puis tout ça, c'était le cas pour moi. Et je voyais bien que j'allais plus vite que des bateaux qui étaient plus performants que le mien, qui avaient des plus grands foils. Et je pense qu'aussi, toute la flotte, on avait été aussi un peu refroidi peut-être par l'accident, donc pour moi, ça s'est mieux passé. Mes options que je prenais étaient payantes et je me suis fait au final vraiment plaisir dans ces mers du Sud qui étaient quand même compliquées, avec des vents forts, avec des températures à 3 degrés, avec j'étais très content de passer le Cap Horn et de remonter vers la civilisation, mais je me suis fait très plaisir dans cet endroit-là de la planète. Et pour moi, en plus, j'avais des yeux d'enfant parce que c'était la première fois que je naviguais dans les mers du Sud. Je n'avais jamais navigué. Les images, la luminosité qu'on peut trouver là-bas, les couchers de soleil, les albatros, j'avais jamais vu des albatros, ces oiseaux de 4 mètres d'envergure qui suivent le bateau. Enfin, tout ça, ça a été, pour moi, je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être là, quoi. Et ouais. Donc, il y a eu des moments de plaisir. Bien sûr, aussi, bien sûr, heureusement. Tu n'as pas été que le sanglier que tu décris dans ton bateau. D'ailleurs, si j'y retourne, c'est que on ne pense qu'au moment de plaisir, et je crois que les galères, on les oublie vite. Le cerveau, il est bien fait pour ça, ouais. Ah ouais. Ouais. Parce que ça, c'est impressionnant, parce que de l'extérieur, quand on voit ta course, tout ce que tu as vécu, on voit l'autre film en plus, on se dit, ah bon, il va repartir, mais ça lui suffit pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait est-ce que d'abord, t'y penses tout de suite, au moment où t'arrives, que tu sais que tu vas repartir? Qu'est-ce qui se passe quand tu retrouves ton équipe, que tu partages ce moment? À quel moment, eh bien, ça repart? Ouais, non, t'y penses pas tout de suite à repartir parce que t'es bien content d'arriver. Par contre, c'est assez marrant parce que 3 mois, c'est quand même long en mer. Moi, j'avais peur, j'avais amené des bouquins et tout. Je me disais, si c'est trop long, je vais lire. J'ai lu un chapitre sur un livre, je crois. C'était quoi le livre? Oh, j'en avais plein, je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'avais? Ouais, je sais plus. Enfin, j'en avais. En tout cas, tu n'as lu qu'un tout petit chapitre. Ouais, voilà, tu vois, donc ça m'a pas marqué trop mes lectures pendant ce tour du monde. Et la dernière nuit, eh ben, on n'a pas envie que ça finisse, en fait. On se dit, ah mince, demain, t'imagines, tu vas être à terre, tu vas revoir tout le monde, là, t'es tout seul sur ton bateau, tu te fais plaisir, t'as un ciel étoilé, t'as vécu des moments formidables, t'as toute cette adrénaline, là, qui t'a fait vivre pendant 3 mois, et demain, tout s'arrête, quoi. Donc, la dernière nuit, t'as pas envie qu'elle se termine, et c'est assez marrant, la première nuit, t'as peur d'y aller, et puis la dernière nuit, t'as pas envie de rentrer, en fait. Nous, les marins, on est comme ça, quand on est toujours insatisfait, en fait. Ouais. Et ce qui m'a motivé, c'est, alors, mon sponsor, bien sûr, Maître Coq, qui, 5 jours après l'arrivée, m'ont demandé ce que je faisais pour les 4 prochaines années. J'ai dit, ah bah tiens, je sais pas trop, je vais laissez-moi quelques mois pour réfléchir. Quand même. Et puis, 10 jours après, j'avais donné ma réponse, on était reparti sur la construction d'un nouveau bateau et sur un nouveau programme Vendée Globe. Et surtout, encore, c'est la notion de plaisir. J'avais envie d'y retourner parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps dans ma carrière. Je suis le plus vieux vainqueur du Vendée Globe. J'ai gagné le Vendée Globe, j'ai 48 ans. Et j'ai tout le temps couru après ces projets de course au large, de monter des équipes, de trouver des sponsors, etc., etc. Et j'avais envie d'en profiter encore une fois de plus. Et je me dis, voilà, toute l'adrénaline, où c'est que je vais revivre cette adrénaline-là? Comment je vais faire pour revivre ce truc-là, quoi? Et pour moi, ça ne passait que par repartir sur un tour du monde. Et encore une fois, je dis, quel que soit le résultat, je l'ai gagné, moi je l'ai déjà gagné, donc ça c'est fait par rapport à mes concurrents. Ouais. Par contre, mais alors ton sponsor, il a peut-être envie que tu gagnes une deuxième fois. Oui, certainement, mais moi je dis d'abord, j'y retourne parce que j'ai envie de me faire plaisir, et puis on verra le résultat, on verra après, quoi. Ouais. Et je sais qu'en me faisant plaisir, c'est là où je ferai les meilleures performances et les meilleurs résultats, donc la notion de plaisir est vraiment importante. T'aimes bien le challenge quand même, parce que il me semble que ça te plairait bien l'idée de gagner 2 de suite. Hein? Moi, mais bien sûr, j'aime la compétition de toute manière. Je supporte pas me faire doubler. Mais on n'avait pas compris. Non, j'aime pas ça. Et que ce soit en ski, en bateau, en n'importe quoi, même dans les trucs où je suis mauvais, j'aime pas. Mais
Donc voilà, tu veux repartir. Repartir, avec l'idée ouais. de gagner. Après, gagner 2 fois. Michel Desjoyaux a gagné 2 Vendée Globe. Ouais. Mais alors, en le taquinant, je dis lui, il les a gagnés, mais pas 2 fois d'affilée. Exactement. Voilà. Ouais. Donc, c'est la seule différence. Et pour moi, c'est un grand monsieur de la voile, en plus, grand marin. Ouais. Donc voilà. Donc, bien sûr que si je gagne 2 fois, ben, ça sera tant mieux. Mais si je gagne pas 2 fois, c'est pas grave. Déjà, d'être au départ une 3e fois, parce que ce sera mon 3e départ de Vendée Globe. Et de pouvoir le terminer une 2e fois, déjà, ça sera très, très beau dans ma carrière de marin de course au large. Et puis le résultat, on verra après, quoi. Est-ce que on peut, alors maintenant tu es dans la reconstruction, tu es parti avec tes équipes, avec ton entreprise, on va rentrer là-dessus. Est-ce que ça te parle, ce que disait Pascal Pic tout à l'heure, c'est-à-dire que, et ce qui nous interpelle, nous ici, tous les membres des OJEC qui sont devant toi, c'est-à-dire que celui qui va continuer d'avancer, finalement, celui qui va s'en sortir, c'est celui qui va être capable de se dire, bah, ce qui s'est passé, les réussites du passé, c'est pas forcément celles-là qui me permettront encore d'avancer. Ah. Alors moi, je dis pas tout à fait la même chose, mais ça se rejoint beaucoup quand même. Ouais. Moi, je suis persuadé d'une chose. Je parle pour moi, hein, de ce que j'ai vécu de ma carrière, que ce soit professionnelle avec ma société Watensi, ou de mes compétitions en course au large. Moi, j'ai énormément appris de tous mes échecs, en fait. Tout ce que j'ai raté dans ma vie, et c'est un peu le terme du film Les rêves ne meurent jamais, c'est qu'on veut vraiment montrer aux yeux des jeunes que on a le droit de se planter. C'est parce qu'on se plante qu'on progresse et qu'un jour on réussit. Et ça, pour moi, c'est un message qui est super important parce que les réussites du passé, j'ai gagné des courses, hein, j'ai gagné 2 Transat Jacques Vabre, j'ai gagné la Ligue Transat. Alors, ça m'a permis de continuer ma carrière, bien sûr. Mais quand on gagne, qu'est-ce qu'on fait? On arrose la victoire et puis voilà, et on se remet pas en question quand on gagne, en fait. Et la remise en question d'un échec, d'une défaite, elle est vraiment importante parce que c'est vraiment ça qui nous fait progresser, quoi. Moi, si je gagne mon Vendée Globe 12 ans après, c'est parce que j'ai été très frustré, parce que j'ai beaucoup appris de mon dématage en 2008. Dans la vie, je crois que les échecs nous construisent, ils sont très très importants. On les montre souvent du doigt, mais on les met jamais en valeur, quoi. Et je suis persuadé d'un truc, c'est qu'on apprend plus de ces échecs que de ces réussites du passé. Et c'est les échecs qui nous aident à réussir, ça c'est sûr. Et comment ça se traduit comment là dans la préparation de ta nouvelle course? Tu modifies ton bateau, tu as besoin de coach, donc tu es allé chercher des sous ailleurs. Enfin, comment tu abordes justement ces 4 ans de préparation? Comment ça se passe? Ben, je m'entoure de compétences. Et je l'ai dit il y a pas longtemps à mon équipe, pas plus tard que cette semaine, j'ai dit moi. Je suis bon en tout, mais je suis bon en rien. Je me considère comme un médecin généraliste. J'espère qu'il n'y a pas de médecin dans la salle. C'est-à-dire que moi, je suis pas un spécialiste de l'électronique, je suis pas un chirurgien, un machin. Je suis vraiment très généraliste. Et moi, j'ai besoin et je me nourris des compétences de toute mon équipe et de tous ceux qui m'entourent. Qu'ils aient de l'expérience. Moi, j'ai des gens de plus de 50 ans, 60 ans même dans mon équipe. J'ai des jeunes de 25 ans. Quel que soit l'âge, quel que soit leur niveau social, tout ça, je m'en fous, mais j'ai besoin que les gens de mon équipe m'apportent quelque chose et je me nourris de ça pour être performant, quoi. Et j'ai vraiment besoin de les observer, de savoir ce qu'ils font, qu'ils m'expliquent, qu'ils m'apprennent des choses et on apprend de tout le monde, quoi, en fait. Et ça, des fois, je disais ça à un jeune dans mon équipe, il me regardait avec des yeux comme ça, il dit l'autre, il a gagné le Vendée Globe et moi je vais lui apprendre comment fonctionne son bateau. Je dis bah ouais. Et d'ailleurs, sur la prochaine Transat Jacques Vabre, je pars avec Julien Pulvé, ça a été annoncé cette semaine, qui est un marin avec qui j'ai navigué de La Rochelle, beaucoup plus jeune que moi, moins expérimenté, mais je vois déjà en lui, j'ai vu, pour avoir couru avec lui, son niveau de performance, de réglage du bateau, d'essayer de toujours aller plus vite et tout ça, et ça j'en ai besoin, et je sais que il va m'apprendre des trucs, même s'il a moins d'expérience que moi, il va m'apprendre des choses, et je trouve que c'est important de se nourrir de l'expérience des autres, et je le redis, on fait rien seul de toute manière. Alors j'en profite parce qu'il y a eu des ateliers hier auxquels ont participé tous les membres des OJEC et il y a quelqu'un qui a développé l'idée de talent, les compétences et les talents. Alors toi tu dis ouais bon rien etc. Bon je pense qu'on te croit moyennement. Quel est ton talent? Mon talent, c'est dur de parler de ces talents. Ah non, tu me dis je suis pas compétent. Dis-moi quel est ton talent? Mon talent, c'est déjà c'est d'avoir de croire énormément à l'avenir, d'être toujours très positif en fait. C'est-à-dire que même en ce moment, quand on nous parle du monde, l'environnement, la planète va mal, etc., etc. Les jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, quand ils allument la radio,
ils ont envie de retourner au lit, se coucher sous la couette et de se réveiller dans 3 jours ou dans 4 jours, quoi. Tout est négatif. Alors que moi, j'ai dit, mais on a une chance formidable, l'époque à laquelle on vit, on est obligé de trouver des idées, de développer des entreprises, des énergies renouvelables, on va devoir se creuser la tête, il va falloir innover, inventer, etc., etc. On vit une époque formidable. L'espérance de vie, elle arrête pas d'augmenter. Alors quand on nous dit on mange mal, on fait si mal, on fait si... Regardez, l'espérance de vie, elle fait qu'augmenter. Donc moi, je suis hyper positif sur l'avenir. Je crois beaucoup en l'avenir. J'ai une multitude de projets. D'ailleurs, j'arrête pas. Moi, j'ai peur. J'en en parlais hier soir. J'ai peur que la vie soit trop courte, que j'ai pas le temps de faire tous les projets dont j'ai envie, tous les rêves dont je rêve, tout ce que j'ai envie de faire. Et moi, je pense que ça m'anime énormément. Et ça, je pense que c'est peut-être un talent dans le sens où ce côté de voir la vie positive, ça permet d'avancer dans le bon sens et peut-être aussi d'être performant, ouais. Et sans doute d'être moteur, on en parlait avec les équipes et avec Yves de Montbron qui est venu partager sa réflexion sur l'optimisme. Donc ça fait tout à fait écho à ce qu'on a entendu. J'en viens à ton entreprise. Watensi, qu'est-ce que c'est exactement cette entreprise? Et en fait, je fais le choix de vous en parler parce que il a vécu avec ses équipes quelque chose de difficile puisque l'entreprise a brûlé. Donc je mets tout de suite le petit teasing là. J'ai dématé. J'ai brûlé, j'en ai eu des problèmes quand même. Voilà, en tout cas des circonstances difficiles et c'est important hein, parce que là en ce moment les OGEC, ils n'ont pas non plus forcément toujours la joie, ils ont quelques obstacles en ce moment et devant eux. Donc qu'est-ce que c'est que cette entreprise et qu'est-ce qui s'est passé et comment tu t'es relevé? En fait, pour le Vendée Globe 2008, j'avais racheté le bateau de mon ami Yves Parlier. Moi, je suis d'Arcachon, j'ai appris la voile avec Yves Parlier sur le bassin d'Arcachon et il m'avait toujours dit Aquitaine Innovation, mon bateau, il avait innové énormément dans les composites, il est ingénieur aussi. Il m'a dit par contre dans les énergies, il reste tout à faire et ça m'a toujours retenti dans l'oreille et je me suis dit j'ai un bateau ancien, j'ai pas d'expérience, comment trouver des partenaires et me démarquer? Je vais faire le tour du monde sans énergie fossile à bord du bateau, donc avec des panneaux solaires. On avait essayé différents systèmes, éoliennes, etc. et on a mis au point pas quelque chose qu'on a inventé, qui avait été déjà inventé par un grand marin, Eric Tabarly, d'hydrogénérateur, mais qui faisait beaucoup de traînées dans l'eau et qui n'était pas très performant. Et grâce à la technologie, on a miniaturisé tout ça et on a fait un hydrogénérateur très performant avec un très bon rendement. Et je suis parti en 2008 faire mon tour du monde en me disant je vais démontrer à la terre entière que ça fonctionne. Ouais, c'est pour ça le dématage 24 heures après et tout, rentrer à la maison. Et je me suis raccroché aux branches avec ce projet-là en me disant là, course au large, là je vais arrêter. Et je vais monter avec mon associé Mathieu Michou cette entreprise. On va développer le prototype qu'on avait fait, lancer des outillages, lancer une série commerciale, etc., etc. Et c'est là où ça commençait à être compliqué parce que tous les banquiers qu'on allait voir, ils ne croyaient pas en nous. Et donc il a fallu ouvrir un capital, monter une holding de financement, faire rentrer des investisseurs, enfin des choses que moi en tant qu'ingénieur je connaissais pas du tout ce milieu de la finance. Mais ça m'a beaucoup intéressé. On a monté comme ça la société Watensi qui fabrique des hydrogénérateurs. Donc c'est une petite turbine électrique qu'on met dans l'eau et plus le bateau va vite, plus on fait d'électricité et plus on est en autonomie. Même on est plus qu'en autonomie puisqu'on produit plus d'énergie que les besoins du bord. Ouais. En 12 heures, on a de quoi tenir 24 heures sur le bateau avec tous les systèmes qu'on a à bord. Et on a développé ça d'abord dans la course au large, pour la compétition, puisque je venais de là. Et après, on a simplifié cet appareil-là pour le mettre dans la plaisance. Alors aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires de Watensi, c'est la plaisance, 20% la course au large. Et en 2015, badaboum, gros incendie à La Rochelle, dans les locaux de Watensi, on perd tout, tout est brûlé, le stock mal assuré, etc., etc. Et on a failli ne jamais s'en relever, quoi. Et on a failli ne jamais s'en relever. Même moi, à la limite, j'étais prêt à jeter l'éponge. Et puis, avec mon associé, on s'est soutenu. On est allé voir la Banque de France. On avait des emprunts. On a gelé nos emprunts. On a dû faire plein de démarches pour que l'entreprise puisse se relever le temps de relancer une production commerciale. Et aujourd'hui, cette société-là, elle est leader sur le marché des hydrogénérateurs. On équipe tous les bateaux de course. On équipe beaucoup de bateaux de plaisance. Et l'histoire, elle est belle parce qu'on est arrivé de la course large, de la compétition, à créer un produit pour le plaisancier. Et c'est là aussi où le domaine de la compétition est intéressant, comme dans le sport automobile, c'est qu'on se sert de ces milieux compétitifs pour faire des innovations technologiques qui nous servent dans la vie de tous les jours. Et moi, je crois beaucoup à ça en tant que... Moi, j'aime bien la technique, j'aime bien l'engineering et je crois beaucoup en tout ça. Et moi, j'ai pas peur de l'avancée des sciences. Bien au contraire, je trouve que grâce à la science, on vit de mieux en mieux et on trouve des solutions
à presque tout, quoi. Et là, tu arrives à mener les deux, c'est-à-dire, enfin, j'imagine que ça va avec, en fait. Ça va avec, c'est-à-dire continuer d'inventer ou de penser des choses qui pourraient servir. Donc, Watensi développe ça. Et vous êtes déjà sur d'autres recherches? Oui, on a travaillé sur des éoliennes plus performantes. On a travaillé sur beaucoup de choses. On développe. Il y a beaucoup de gens qui développent aussi maintenant. Donc nous, on développe un peu moins. On a essayé d'asseoir l'entreprise. Par contre, on est très moi, je regarde beaucoup ce qui se passe à l'extérieur. Dernièrement, j'ai visité une société, Life, en Vendée, qui fait de l'hydrogène vert avec des éoliennes. Et quand je vois les problèmes qu'on a avec les éoliennes, qu'on met en bord de côte, qui font du bruit, qui sont nuisibles, etc., je me dis, mais eux, ils ont tout compris, parce qu'avec l'hydrogène, demain, les éoliennes, ils vont les mettre au golfe de Gascogne, au milieu du golfe de Gascogne, elles vont embêter personne. Et bien, on va ramener l'hydrogène par des gazoducs ou des bateaux jusqu'à terre, et on va faire rouler toutes nos voitures électriques avec l'hydrogène, bien sûr. C'est pas avec les centrales nucléaires qu'on va faire rouler les voitures électriques, c'est avec l'hydrogène. Donc il y a des projets comme ça, et ça, encore une fois, c'est des boîtes, des jeunes ingénieurs qui sortent de l'école, qui sont super motivés, qui testent des trucs, qui tentent des trucs. Alors des fois ils se plantent, mais quand ça marche, comme la société Life, vous irez voir LHYFE, ils ont un gros banc de test en Vendée, et je trouve que ça hyper intéressant, et c'est pour ça que je dis on a vraiment de la chance de vivre l'époque qu'on vit actuellement, quoi. Tu vas dans les entreprises en direction des salariés, là, du public bénévole, hein, même, pour raconter ton histoire. Qu'est-ce que tu apprends de ces échanges-là? Qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce que vous avez en commun, selon toi? Pourquoi ça passe? Beaucoup de choses, parce que moi je crois à fond au réseau, à la rencontre des gens. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'apprends beaucoup des milieux dans lesquels j'ai fait des conférences. Il y a un monsieur tout à l'heure qui m'a dit, bah tiens, ta conférence j'ai déjà vu parce que j'étais au Crédit Agricole il y a quelques mois. J'ai donné des conférences à des gens de la finance, alors que j'y connais pas grand-chose en finance, mais je leur ai expliqué, moi, dans mon entreprise, comment j'ai acheté mes bateaux, comment j'ai financé mes bateaux, comment des gens qui ont investi dans mes bateaux, ils sont repartis avec 2 fois la mise qu'ils avaient mis au départ. Des fois, il faut un peu de chance, mais je leur ai expliqué comment ces montages financiers, j'ai pu le faire, alors que j'avais pas les moyens de m'acheter un bateau de course au large au départ, ça coûte assez cher. Mais comment on arrive à trouver des solutions avec les autres, avec l'aide des autres, et comment on arrive à faire des montages d'entreprises, de sociétés, de projets comme ça. Donc je m'enrichis beaucoup de tout ça, de ces rencontres avec les gens. J'ai fait des conférences dans le domaine médical, j'ai fait des conférences dans le domaine des énergies renouvelables qui me plaît beaucoup, vous l'avez compris. C'est intéressant parce que moi je suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour expliquer comment moi j'ai fait, et parfois ce que j'ai fait peut s'appliquer dans plein d'autres domaines, je pense, tout simplement. Alors je reviens sur le film que tu as réalisé, qui s'appelle en équipe, bien sûr. Les rêves ne meurent jamais. C'est un film qui est diffusé, en fait, que tu diffuses à la demande, bien sûr, mais beaucoup dans les écoles en direction des enfants. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tu penses que c'est important aujourd'hui de véhiculer ces idées, c'est-à-dire qu'effectivement, on apprend de ses échecs, que rien n'est tracé d'avance, qu'il faut réinventer, etc. Pourquoi tu as envie de t'engager à ce point-là auprès des enfants? Parce que pour moi, c'est le message le plus important qu'on peut apporter aux jeunes, quoi. C'est de leur dire, il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de grands rêves, n'ayez pas peur de vos rêves, de vous accomplir. Des fois, des personnes vont pas croire en vous, vont dire c'est pas fait pour toi, etc. Moi, la course au large, elle était fait pour moi, hein. Mon père, il sait pas naviguer, il sait pas nager, mes parents, ils ont rien à voir avec la mer. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire du rugby, je me suis retrouvé à faire de la course au large, enfin. Je suis parti comme ça, au fil des rencontres des gens. J'ai rencontré Yves Parlier. J'ai dit, tiens, ce qu'il fait là, il faudrait que j'essaie, ça me plaît, etc. Mais enfin, ma mère, elle pensait que j'allais être ingénieur toute ma vie, dans la fonction publique, etc., etc. Et la vie d'aventurier, ça l'a un peu surprise. Et je pense qu'il faut s'écouter soi-même avant tout. Et ça, c'est un message important à passer aux jeunes. Et surtout expliquer aux jeunes que la vie, c'est pas linéaire, hein, c'est les montagnes russes un peu. Un jour on est en haut, un jour on est en bas, etc. Et les échecs, ils font partie de la vie, quoi. Et c'est ce qui nous construit. Et c'est important on a le droit de se tromper une fois, 2 fois, que ce soit à l'école. On dit pas aux jeunes, en fait, on les valorise pas, quoi. C'est soit t'es mauvais, t'es à gauche, soit t'es bon, t'es à droite, ou vice versa. Mais on les met pas en valeur par rapport aux qualités qu'ils ont. Il y en a qui sont artistes, il y en a qui sont manuels, il y en a qui sont intellectuels. Il faut de tout pour faire une société. On a besoin de tout le monde. Et on les met pas assez en avant pour prendre des risques et pour tenter l'aventure, quoi. Et dans le film,
Je vais pas le dévoiler, j'espère que vous le verrez, mais il y a Philippe Croizon. Philippe Croizon, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est ce monsieur qui était à Tours. Il démonte son antenne sur son toit, il s'électrocute, il perd tous ses membres, ses 4 membres. Et quand on l'interviewe, ce monsieur-là, Philippe, il nous dit, ben moi, la chance de ma vie, c'est d'avoir été électrocuté. Parce que j'aurais pas perdu mes membres, j'aurais jamais traversé la Manche à la nage, je ne serais jamais des défis, je ne serais jamais surmonté par rapport à mon handicap. Et quand on a quelqu'un qui vous dit ça, vous dites, lui, d'un malheur qui est quand même, d'une grave, quoi, il a transformé ça en positif et il s'est défoncé pour surmonter sa maladie, son handicap, etc., etc. Et c'est le plus beau message qu'on peut donner aux jeunes, quoi. C'est que même la vie, que tu sois gros, petit, moche, beau, grand, c'est défonce-toi pour aller au bout de tes objectifs et quoi qu'il se passe, et surtout n'aie pas peur de le faire, quoi. Toi-même, t'étais quel type d'enfant? Oula. Moi, j'avais toujours peur de m'ennuyer, en fait, quand j'étais petit. Tu te tenais pas en place? Ah non, j'aimais pas du tout ça. Et l'ennui, pour moi, alors que c'est bien de s'ennuyer, hein, et c'est important aussi. Mais non, j'ai toujours cherché. J'ai fait du canoë-kayak. Je suis allé dans des rivières. J'étais en équipe de France de canoë-kayak. Après, je suis parti faire de la course au large. Après, je suis parti dans des milieux que je connaissais pas. J'ai toujours voulu découvrir. Moi, les livres d'aventure m'ont toujours fait rêver quand j'étais gamin. Et que ce soit les Aviateurs, Saint-Exupéry, que ce soit Bernard Moitessier qui faisait le tour du monde et qui s'arrêtait pas parce qu'il voulait pas rentrer dans la société, qui fait un 2e tour du monde. Ces gens-là, j'ai trouvé qu'ils étaient assez exceptionnels parce que surtout à l'époque, ces aventuriers-là, ils prenaient des risques énormes, mais ils prenaient des risques pour se sentir vivants et pour visiter notre belle planète. Donc je trouvais ça très très beau et très fort, quoi. Ouais, évidemment, l'appétence était là. Je voudrais terminer sur les gens qui travaillent avec toi, bien sûr, cette équipe. Comment tu fais pour recruter? Comment ça marche ton recrutement, les gens qui veulent travailler avec toi? Non pas parce que je pense que voilà, non, ça n'a rien à voir, mais c'est pour essayer de comprendre les profils que tu vas chercher, comment tu vas les chercher. Tu vois, ici, les personnes qui sont là sont salariés, mais aussi beaucoup de bénévoles. Et qui ont une mission, là, c'est de repartir. Ils sont 30 000 dans les OGEC, c'est beaucoup. Sans eux, ça ne fonctionne pas. Et en même temps, aujourd'hui, il y a vraiment une crise pour recruter des bénévoles, pour rester appétants. Enfin, tu vois, les jeunes, ils vont facilement sur la cause climatique, mais peut-être moins sur le côté éducation où il y a une telle responsabilité. En plus, là, il faut une certaine expérience, etc. Donc, ils ont comme mission eux-mêmes d'aller recruter chacun quasiment un bénévole. Toi, comment tu t'y prends? Tu dois pas être classique, je suis sûre, dans ton recrutement. Non, moi je me fie beaucoup à la sensation, au premier coup d'œil, au premier regard. Il y a le CV d'un côté, et puis il y a vraiment ce que la personne représente de l'autre. Ouais. Ça se voit vite, quelqu'un qui a l'étincelle dans les yeux, qui dont le projet fait briller. Alors nous, la course au large, c'est vrai que ça fait briller les yeux de beaucoup de monde, de jeunes et moins jeunes. Donc j'ai dans mon bureau d'études, la directrice de mon bureau d'études, Yana, elle doit avoir 25 ans. Elle me traite de vieux réac, moi, tu vois. Elle a 25 ans, mais elle est quand même directrice de mon bureau d'études. C'est une fille. Et je dis ça, c'est important parce qu'on parle de milieu très masculin aussi, la course au large. Ouais. Mais non, moi, c'est une fille. Elle a 25 ans, peu d'expérience, mais j'ai senti dès le premier regard, dès la première rencontre, qu'elle avait quelque chose et je me suis pas trompé parce que elle est devenue indispensable au bureau d'études. Et je lui dis pas trop parce que. Mais non, ce côté du feeling est vraiment important et donc il y a des gens. Le feeling, l'expertise. L'expertise. J'ai des gens d'expérience aussi parce que j'ai l'équipe. La moyenne d'âge était la plus ancienne du Vendée Globe, je crois. Donc j'ai pris des gens comme Ronan Le Goff qui ont fait 5 tours du monde, 5 Jules Verne. Des gens comme Jean-Marie Doris, mon directeur sportif qui a fait Jeux Olympiques, Coupe d'Amérique, etc. Ouais. Et je recrute aussi beaucoup dans mon cercle, comment dire, il semble un peu reproché, mais je suis pas sûr, enfin ça se passe quand même bien, c'est dans mon cercle amical aussi. Travailler avec ses amis, c'est pas forcément simple. Juste, il faut bien faire la part des choses quand c'est le boulot et quand c'est l'amitié. Mais moi, j'ai besoin d'être en confiance avec mon équipe et que c'est pas la vie à la mort, mais presque, quoi. J'ai besoin que mon équipe fasse partie de mon cercle amical et soit proche de moi, et ça, c'est important. Et voilà. Et j'ai aussi des bénévoles qui viennent aussi travailler sur le bateau, qui viennent. Mais des fois, il y a des trucs, ça paraît rien, mais c'est hyper important. Je pense à Coco, qui est un monsieur à la retraite. Et on l'a amené au départ du Vendée Globe, au départ de la Route du Rhum. Et c'est un mec, il cuisine, c'est un cuisinier hors pair. Et le fait de faire la cuisine à toute l'équipe,
Mais c'est un confort Ça pour nous. On n'est pas à oui. faire la queue dans les restaurants quand on vient faire la route du Rhum à Saint-Malo. Ouais. On mange super bien. C'est un moment convivial où toute l'équipe se retrouve. Ouais. On boit du vin rouge, on mange une bonne côte de bœuf, on se fait plaisir, etc., etc. Et même s'il est bénévole, et ben mine de rien, ce qu'il apporte à l'équipe, son sourire, sa décontraction est hyper importante pour que l'équipe tourne, quoi. Ouais, ouais, Donc pendant tout le monde est important, quoi. Bénévole, expérimenté. Et en tout cas, ce que j'entends, c'est la diversité, en fait. C'est important. C'est une espèce de mélange d'expérience, de reconnaissance d'un talent, C'est ce qu'il y a de plus important, la diversité. Ouais. Ça, c'est sûr. On a besoin de tout le monde. Mm. Donc moi, je crois beaucoup en ça. Et voilà. Et puis j'ai une équipe sympa. Preuve en est, c'est qu'ils ont tous re-signé pour le prochain Vendée Globe. Eh ben voilà. C'était Yannick Bestaven, messieurs, dames. Merci beaucoup Yannick.